Le cours de cette semaine est dédié à l'élévation de l'âme de Shalom ben Chai Chouati et de Deborah Noah bat Corinne Ayala. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison d'À l'écoute de la Paracha, livre 2, épisode 1, c'est parti. There are people who have let the problems of today lead them to conclude that for them life is not the way. But every problem has an answer, and if yours you cannot find, you should talk it over to him, he'll give you your peace of mind. When you feel you lost to heart, just go have a talk with God. Et pour commencer Sefer Shemot, nous allons parler de liberté d'expression, de débat contradictoire et de recherche de vérité. On a dans la paracha de cette semaine un passage édifiant, c'est l'épisode du buisson ardent. Alors vous le connaissez, Hachem se révèle à Moïse, il lui dit il va falloir que tu ailles libérer les Bnei Israël, ce à quoi Moïse rétorque plusieurs arguments. Alors je sais pas vous, mais moi si Hachem un jour commence à me parler, je vais pas emmener large et je pense que je ferai plutôt ce qu'il me dit. Mais c'est pas du tout ce qu'on voit dans le texte. D'abord, Moïse invoque une raison d'humilité. Pourquoi moi? Qui suis-je pour aller voir Pharaon, lui demander d'aller libérer les Bnei Israël? À tel point même que Ramban, sur place, rapporte que Moïse a cité tous les noms des Bnei Israël. Il disait, mais lui, il peut aller à ma place, Aaron, il peut aller à ma place, et Nadav et Avihu, il peut aller à ma place, et un tel peut aller à ma place. Et en fait, jusqu'à l'extrême, n'importe qui pourrait aller à ma place. Tous sont au moins aussi légitimes que moi pour aller libérer les Bnei Israël. Alors pourquoi est-ce que tu m'envoies moi? Le deuxième argument avancé par Moïse, c'est « Je ne connais pas ton essence. Comment veux-tu que j'aille libérer les Bnei Israël en ton nom, alors que je ne connais même pas l'essence de ce qui m'envoie les libérer ?» Le troisième argument, « Ils ne me croiront pas. » Alors Hachem lui donne des signes, tu mets ta main ici, tu jettes le bâton par terre, etc. Le quatrième, dernier argument, tu comprends, je suis pas un très bon orateur, je bégaye, j'ai pas l'étoffe d'un leader. Et à chaque fois, Hachem lui répond, le rassure, lui donne une solution. Mais ça ne suffit pas à Moïse, à tel point que finalement, acculé, Moïse finit par dire « Hachem, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. » Shelachna be'at tishlach, mon Seigneur, Hachem, envoie par l'entremise du qui tu enverras. Ce passage est assez choquant. C'est évidemment une manifestation évidemment de l'humilité proverbiale de Moïse. On dit que c'était l'homme le plus humble sur terre. Mais en tout cas, il y a ici une joute verbale qui s'opère entre Moïse et Hachem. Et le ton est donné dans la relation qui s'instaure maintenant entre ces deux-là. Parce que l'histoire ne s'arrêtera pas là. À plusieurs reprises, Moïse se fera l'avocat d'Israël et intercédera en leur faveur auprès d'Hachem, et parfois avec force. Dans l'épisode du veau d'or, des explorateurs. Et c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, parce qu'Abraham, déjà par le passé, avait discuté avec Hachem pour essayer de sauver les habitants de Sodome. Et il y a d'autres exemples dans la Bible, notamment dans le livre des prophètes. Notre tradition, tant biblique que plus tard rabbinique, repose sur la contradiction. Rava, qui est un sage de la Gemara, disait « O chavruta, o mituta » soit l'étude à deux, soit la mort. Et Hachem nous donne ici lui-même l'exemple de ce que c'est que la chavruta, de ce que c'est que le débat contradictoire et de ce que c'est que de laisser la place à l'autre, de la place à ceux qui veulent controverser de manière sincère. Hachem aime et laisse la place à ceux qui veulent controverser avec lui. Aujourd'hui, le débat contradictoire, la liberté d'expression en général sont mises à mal. On ne peut plus rien dire, comme on dit. On est tous à fleur de peau sur beaucoup de sujets. Et cela a favorisé l'émergence de ce qu'on appelle les safe space. Les safe space. Selon Wikipédia, ce sont des environnements, des endroits qui permettent aux personnes marginalisées de se réunir afin de s'exprimer sur leurs expériences d'exclusion sociale. C'est un environnement où ces groupes marginalisés sont protégés des opinions adverses. Alors, le but initial d'un safe space est d'encourager une parole bienveillante, de protéger aussi ces personnes-là qui ont besoin de s'exprimer, de les protéger de tous ces propos qui peuvent être perçus comme offensants, même si ce n'est pas l'intention première de l'interlocuteur que d'offenser ces personnes. Donc a priori, les motivations sont
de nobles idées, ménager l'affect des personnes les plus sensibles. Dans la tradition juive aussi, il y a des halakhot sur le langage. Je pense par exemple au Lachon Hara, je pense à Malbid Penei Chavero Berabim, celui qui fait honte à son prochain en public. Il est considéré comme s'il avait versé son sang. Mais est-ce sain de priver la société du débat contradictoire ? Certains proposent de dire que le manque d'exposition aux idées opposées protège dans l'immédiat, mais fragilise à long terme. C'est un peu comme le système immunitaire, si vous voulez. Si je vous fais évoluer dans un endroit qui est complètement stérile, alors soit vous allez rester en bonne santé, mais vos défenses immunitaires ne se développeront pas. Et on assiste peut-être ici à une baisse d'immunité à la contradiction et à la différence. Une autre définition qu'on pourrait donner du safe space pourrait être un espace où toutes les parties s'écoutent avec attention et respect. Ça aurait peut-être été une définition un peu plus précise, un peu plus juste. George Orwell disait « Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. » Et le problème, c'est que cette tolérance, qui est une belle valeur, eh bien elle se mue en totalitarisme dès lors qu'on fait taire les idées opposées au nom même de cette tolérance. Qu'est-ce que j'apprends, Francky, espèce de malhonnête? Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Un point de plus pour ceux qui auront eu les références cinématographiques. Il y a dans notre tradition une notion qui s'appelle Machloket Leshem Shamaim. Cette notion, elle est évoquée dans les Maximes des Pères, et qu'est-ce que c'est? Machloket Leshem Shamaim, si je traduis littéralement, ça veut dire une discorde au nom du ciel. C'est-à-dire c'est un désaccord en fait de bonne foi, dans le but de faire évoluer une discussion et de faire lumière sur une vérité. Donc cette discussion procède d'une honnêteté intellectuelle, d'une bonne foi dans la discussion. Le but de cette confrontation eh bien, n'est pas juste d'avoir raison, d'être conforté dans son opinion, mais de faire s'opposer les deux opinions comme deux silex qui feront jaillir une étincelle. C'est toute la différence avec un débat politique, où les uns et les autres sont là uniquement pour se défendre soi-même et démonter l'autre, sans vraiment révéler une vérité supérieure au débat qui est en train d'être mené. Alors que si vous rentrez dans une yeshiva, eh bien la première chose qui vous frappe, c'est vraiment l'opiniâtreté, on peut le dire, dans les discussions. C'est-à-dire que vous avez des couples d'élèves qui discutent sur un texte et le ton monte souvent. Ça se lève, ça crie, ça hurle. Chacun veut défendre son bout de gras, son opinion. Pas parce que c'est sa propre opinion, mais parce qu'il faut absolument se faire confronter les opinions afin de faire jaillir une vérité. Et toute notre littérature est jalonnée de discussions, de débats. Vous prenez le corpus talmudique, eh bien c'est que ça. Il y a par exemple le Rambam, c'est un très bon exemple. Le Rambam, il a vu que les gens avaient du mal à se retrouver au niveau halakhique. Il y avait beaucoup d'avis, etc. Il a dit, je vais faire un livre de halakha où c'est clair, je ne vais pas ramener les discussions, je vais ramener que les conclusions. Eh bien, ça n'a pas manqué. Dès qu'il a édité son Mishneh Torah, il y a eu des surcommentaires qui se sont ajoutés pour dire on n'est pas d'accord. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que la tendance actuelle aille dans ce sens-là. Le débat contradictoire et collectif, la collégialité en général, perdent peu à peu de leur valeur au profit d'une convergence égocentrée des idées. Et ce phénomène, il s'accentue par les algorithmes, même de certains réseaux sociaux, on est toute la journée dessus. Et ces algorithmes-là, on le sait, ils proposent du contenu qui conforte les idées de l'utilisateur. Donc, si vous rentrez sur Facebook, il y a peu de chances que vous voyez un post qui aille à l'encontre de vos valeurs. Alors, pourquoi est-ce que la contradiction revêt une telle importance dans notre tradition ? Et encore une fois, je ne parle pas ici d'une contradiction vraiment juste pour dire je ne suis pas comme toi, je ne dis pas comme toi. On parle d'une confrontation d'idées qui est de bonne foi. Eh bien, premièrement, parce que seul Dieu peut appréhender la vérité dans sa totalité. Nous autres humains sommes soumis à l'espace et au temps. Et nous ne pouvons pas, en tout cas, nous ne pouvons en apercevoir que des bribes de cette vérité, selon notre contexte, notre époque, nos facultés intellectuelles aussi, etc. Ensuite, parce qu'un des fondements de la justice, alors je le dis peut-être pas bien, mais en latin c'est audi alteram partem, eh bien ce principe-là se réfère au droit d'être entendu. C'est un principe suivant lequel toute personne doit pouvoir présenter sa version des faits lors d'un procès, avant d'être jugée. Et donc, pour que la lumière et la vérité se fassent, il faut aussi laisser la parole à l'opposition. C'est donc pas un hasard si Moïse, qui est devenu le plus grand prophète, le transmetteur de la Torah, celui à qui Hachem a transmis la Torah au Har Sinaï pour nous la transmettre ensuite, eh bien,
C'est pas un hasard si c'est celui qui s'est le plus frité avec Hachem dans l'histoire biblique. Une des premières choses qui nous est dite sur Moshe, avant qu'il commence lui-même à parler dans le texte, eh bien, c'est que Moshe grandit. Vaïgdal Moshe. Vaïgdal Moshe, Vayetse Elechav. Moshe grandit, et il sortit voir ses frères. Pour Moshe, grandir, c'était aller à la rencontre de ses frères, à la rencontre de ceux qui avaient vécu complètement différemment de lui. Lui, il a grandi chez Pharaon, dans une ambiance royale, et ses frères, eux, étaient dans la misère, dans l'asservissement. Et la première chose qu'il a faite quand il a grandi, ou alors, c'est bien ce qu'il a fait grandir peut-être, c'est d'aller voir ceux qui ne vivaient pas la même chose que lui. La confrontation à la différence, loin de nous affaiblir, eh bien, nous fait grandir. Si nous revenons à l'échange entre Hachem et Moïse au buisson ardent, cet échange arrive à son terme lorsque Moïse, acculé, on l'a dit, répond à Hachem par une tautologie. Envoie par l'entremise de qui tu enverras. Et à partir de là, il n'y a plus de place au dialogue. Il n'y a plus de place à une relation horizontale. Alors seulement Hachem se met en colère. Vaychar af Hachem b'Moshe. Et il réinstaure une relation de verticalité, une position d'autorité vis-à-vis de Moshe. Et tu vas quand même faire ce que je te dis. J'aimerais donner une perspective plus globale dans cet événement. Le livre de Shemot, qui est aussi appelé Sefer HaGalut ve'HaGeula, le livre de l'exil et de la rédemption, eh bien, commence par cette paracha de Shemot, où nous vivons les prémices de la délivrance. Lorsque nous serons affranchis de l'esclavage, s'opérera d'abord une libération des corps lors de la sortie d'Égypte, puis ensuite interviendra la libération de l'esprit lors du don de la Torah. Seulement alors nous regagnerons notre droit à l'expression. Hachem nous donne sa Torah, écrite et orale, autour de laquelle s'articuleront des dialogues millénaires et transgénérationnels. Dans Michelet, le roi Salomon nous dit « Achaim ve'amavet be'ad halashon ». Si je traduis littéralement, la mort et la vie sont aux mains de la langue, le pouvoir des mots si vous voulez. Alors classiquement, on prend ce verset-là comme un avertissement. Attention à ce que vous dites. Mais on peut aussi le prendre comme un conseil. Ne laissez pas la parole des autres déterminer votre vie ou votre mort, votre bonheur ou votre malheur. Alors c'est vrai, il faut être attentif à la façon dont on parle. Mais peut-être aussi ne pas se laisser emporter dans une hypersensibilité à comment est-ce que les autres s'adressent à nous. Alors on l'aura compris. Le débat contradictoire, la liberté d'expression, la liberté de parole, la contradiction sont d'une importance absolument capitale dans notre tradition. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous avez un texte, eh bien vous avez 94 millions de commentaires dessus. C'est ce qui fait la richesse de notre tradition. Et cette opposition-là, elle n'est pas simplement tolérée, mais elle est même souhaitée et encouragée. Pas par principe, mais par recherche de vérité. Et je pense qu'on peut affirmer qu'une opposition saine et apaisée est le signe de bonne santé pour une société. Shabbat Shalom.